d'être un ensemble d'institutions, la dictature de l'an 2 et la terreur forment dans la Révolution française un ensemble de passions nouées autour d'une volonté farouche de combattre et de punir. Elles sont le produit d'un affrontement psychologique et politique qui sépare l'univers des patriotes de celui de leurs ennemis par une division aussi fondamentale que celle qui peut opposer les tenants d'une confession religieuse à ceux d'une autre confession. Division qui est à l'œuvre dès 1789 et qui apparente la naissance de la démocratie révolutionnaire à une guerre de religion. C'est le secret de sa violence. Quel est le but où nous tendons? La jouissance paisible de la liberté et de l'égalité. Le règne de cette justice dont les lois ont été gravées non sur le marbre et sur la pierre, mais dans le cœur de tous les hommes, même dans celui de l'esclave qui les oublie et du tyran qui les nie. Nous voulons un ordre de choses où toutes les passions basses et cruelles soient enchaînées, toutes les passions bienfaisantes et généreuses, éveillées par les lois. Nous voulons substituer dans notre pays toutes les vertus et tous les miracles de la République à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. Nous voulons, en un mot, remplir les vœux de la nature, accomplir les destins de l'humanité, tenir les promesses de la philosophie, absoudre la providence du long règne du crime et de la tyrannie. Que la France, jadis illustre parmi les pays esclaves, éclipsant la gloire de tous les peuples libres qui ont existé, devienne le modèle des nations, l'effroi des oppresseurs, la consolation des opprimés, l'ornement de l'univers. Et qu'en scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir au moins briller l'aurore de la félicité universelle. Voilà notre ambition. Voilà notre but. Robespierre. La terreur s'est exercée d'abord en dehors des lois de la Révolution et en liaison avec la guerre et les premières défaites aux frontières à l'automne 1792. La guerre a multiplié les enjeux et les peurs. Elle a effacé la ligne qui sépare opposition et trahison. Elle a fait planer sur la Révolution le fantôme omniprésent du complot aristocratique, bouc émissaire de toutes les difficultés, définition meurtrière, extensible à l'infini, multipliant sans cesse les suspects et les coupables. Elle a fait des nobles et des prêtres réfractaires des ennemis de la patrie. Août-septembre 1792. Les nouvelles des frontières sont mauvaises. La monarchie a été renversée. L'Assemblée législative est en sursis. Le pouvoir réel est passé aux vainqueurs du 10 août. La Commune de Paris, faite de l'ancien comité insurrectionnel complété par des élections sur mesure, près de 300 membres, constitue la fine fleur du militantisme parisien. Sous sa pression, les sections parisiennes se constituent en autant de comités de surveillance, multipliant perquisitions et arrestations. Entre le 2 et le 6 septembre 1792, la foule se livre à des massacres dans les prisons parisiennes. Ce triste épisode illustre bien le mécanisme de la première terreur,
celle qui s'est exercée en dehors de la loi et des institutions. Les victimes, notamment à la prison de la Force, sont surtout des détenus de droit commun. Près de 3/4 d'entre elles sur plus de 1000 tués. Mais aussi des prêtres réfractaires, au Carme, ou quelques vrais aristocrates comme Madame de Lamballe, l'amie de Marie-Antoinette. Les meurtriers sont les vainqueurs du 10 août, boutiquiers, artisans, gardes nationaux, fédérés, entraînés, obsédés par la hantise de la trahison qui les soude dans une foule vengeresse. Aucun ordre venu de plus haut, aucune instruction repérable. La presse jette de l'huile sur le feu. Et l'idée de liquider les traîtres est une vieille rengaine de Marat. Personne plus que moi d'abord l'effusion du sang. Mais pour empêcher qu'on en fasse verser des flots, je vous presse d'en verser quelques gouttes. Pour accorder les devoirs de l'humanité avec le soin de la sûreté publique, je vous propose donc de décimer les membres contre-révolutionnaires de la municipalité, des juges de paix, du département et de l'Assemblée nationale. Si vous reculez, songez que le sang versé dans ce jour le sera en pure perte, et vous n'aurez rien fait pour la liberté. Mais cette foule n'a besoin d'aucun leader visible ou mémorable pour organiser cette tuerie, précédée parfois d'une parodie de justice. Ministre de la Justice dans le conseil exécutif issu du 10 août, Danton s'est abstenu de toute intervention et le Girondin Roland écrit le 3 septembre, au lendemain du premier jour des massacres. Hier fut un jour sur les événements duquel il faut probablement jeter un voile. Ce qui se met ensuite en place, en 1793, par les décisions de la Convention, est une autre terreur, comparable par les passions qu'elle mobilise, mais différente dans ses modalités, puisqu'il s'agit d'un système répressif organisé d'en haut, institutionnalisé, au fur et à mesure que les montagnards prennent appui contre leurs rivaux girondins sur les activistes des sections parisiennes, les sans-culottes, pour s'assurer avec leur aide le contrôle de la Révolution. Le procès et l'exécution de Louis XVI constituent une étape dans cette voie. Pourtant, le jugement est précédé à la Convention d'un débat juridique long et circonstancié, même si la comparution du roi devant l'Assemblée est fragile en droit, au terme de la Constitution de 1791. Et il n'y a création d'aucune institution répressive extraordinaire. Le 11 mars, la Convention institue un tribunal révolutionnaire pour juger les suspects. Le 21, c'est la création des comités de surveillance chargés d'avoir l'œil au niveau local sur les suspects, catégorie laissée à leur appréciation et promise à un grand avenir. Le 28 mars, on codifie, en les aggravant, les lois contre les émigrés, passibles de la peine de mort s'ils rentrent en France et privés de leurs biens.
La philosophie de ces mesures est bien résumée par Danton, qui pense aux événements du septembre précédent. Soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être. C'est en mars 1793 que commence à fonctionner cette justice révolutionnaire qui ne connaît que 2 sentences, l'acquittement ou l'échafaud, et qui use encore très largement du premier, l'acquittement, et relativement peu du second, l'échafaud, pendant le printemps et l'été 93, au pire moment de la conjoncture de détresse. Michelet décrit ainsi la situation. La multiplication effroyable de l'assignat avait porté les choses les plus nécessaires à la vie à un prix inaccessible. Dans une grande partie de la France, le pain valait 10 sous la livre. D'autre part, imposer un maximum, forcer le marchand de donner à bas prix ce qui lui avait coûté cher et de le donner pour cette monnaie de papier qui descendait d'heure en heure, c'était lui faire fermer boutique. Qui voudrait être marchand à de telles conditions? Le fermier allait entasser ses grains sans les vendre et ne plus semer peut-être. Il fallait, à l'appui de cette mesure tyrannique, d'autres plus violentes encore. Une police impitoyable sur le commerce des grains. Les Girondins mirent tout ceci dans une lumière admirable. Ils firent valoir surtout que le maximum devait profiter aux riches, qui achèteraient tout à vil prix. La loi forçant tout le monde de prendre l'assignat pour sa valeur nominale, les débiteurs de mauvaise foi allaient se libérer pour rien en ruinant leurs créanciers. Objection très fondée auxquelles on ne répondit rien. La réponse eût été celle-ci, personne n'osa la faire. Le grand acheteur, c'est l'État. Le grand débiteur, c'est l'État. Au moment où il lui faut créer tout à coup, organiser, nourrir des armées. La France se ruine sans doute, et elle ne peut se sauver qu'en se ruinant. La Convention, au 1er février, a voté 1 milliard d'assignats. Au 7 mai, elle en vote un autre. Tout cela fondé sur la vente des biens d'émigrés qu'on ne parvient pas à vendre. Le maximum est sans nul doute une mesure détestable. Mais sans lui, comment arrêter l'enchérissement des denrées que nous faisons monter toujours en multipliant l'assignat? Voilà ce que la montagne pouvait répondre à la Gironde, ce que Cambon aurait dit s'il eût osé ouvrir l'abîme de la ruine publique. Elle criait le maximum parce qu'elle avait faim. Il criait le maximum pour donner force à l'assignat. La chute des Girondins le 2 juin n'a pas de conséquences immédiates sur l'alimentation de la terrible machine inventée par le docteur Guillotin pour atténuer les souffrances du condamné. Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil, et sans que vous éprouviez la moindre douleur. C'est l'invasion de l'Assemblée par les militants de section le 5 septembre qui force la Convention à mettre la terreur à l'ordre du jour. La situation reste très tendue. Toulon vient d'être livré aux Anglais, et l'état d'esprit de septembre 1792 est aiguisé encore un an après par les difficultés du ravitaillement. Alors se met en place le gouvernement révolutionnaire, ainsi nommé parce qu'il est suspensif de la Constitution votée en juin et défini par le recours à des mesures extraordinaires, c'est-à-dire suspensives des lois et aussi des droits de l'homme. Ces organes sont connus. La Convention en forme le centre, qui délègue le pouvoir exécutif au Comité de salut public, 12 membres élus dans son sein, et au Comité de sûreté générale, chargé des fonctions de surveillance et de police. Des représentants en mission, munis des pleins pouvoirs,
sont chargés de faire régner l'esprit du salut public aux armées et dans les départements. Le système gouvernemental est animé à la base par un vaste réseau de comités révolutionnaires locaux, liés aux Jacobins de Paris et occupés à repérer les suspects. Système donc qui fait réapparaître dans l'histoire de la Révolution l'esprit de la plus extrême centralisation, en même temps qu'un arbitraire infiniment plus grand que celui de l'Ancien Régime, puisque tout y est suspendu au jugement du pouvoir politique et que le droit de punir n'y a plus de fondement dans la loi. Le système ainsi mis en place présente plusieurs aspects qui ne sont pas forcément inséparables. Le premier, c'est qu'il manifeste une extraordinaire renaissance de l'État qui doit faire face à une multiplicité de charges urgentes. Sauver la nation menacée. Le salut public est un drapeau que les rois de France brandissaient aussi à l'heure du danger. Faire assurer les obligations d'un État en guerre. Réduire la guerre civile. Mais aussi diriger toute l'économie, finalement mise sous le contrôle de l'autorité publique, sous la pression des sans-culottes. Cette dictature a reçu sa justification la plus élaborée par la voix de l'homme qui l'a finalement incarné, Robespierre. Dans son grand rapport sur le gouvernement révolutionnaire du 5 niveaux en 2, le 25 décembre 1793, le fameux député d'Arras assimile la dictature à un régime politique extraordinaire, nécessaire pour fonder la République. Citoyens représentants du peuple, la théorie du gouvernement révolutionnaire est aussi neuve que la révolution qui l'a amenée. Il ne faut pas la chercher dans les livres des écrivains politiques qui n'ont point prévu cette révolution, ni dans les lois des tyrans qui, content d'abuser de leur puissance, s'occupent peu d'en rechercher la légitimité. Aussi, ce mot n'est-il pour l'aristocratie qu'un sujet de terreur ou un texte de calomnie, pour les tyrans qu'un scandale, pour bien des gens qu'une énigme. Il faut l'expliquer à tous pour rallier au moins les bons citoyens au principe de l'intérêt public. La fonction du gouvernement constitutionnel est de conserver la République. Celle du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. La révolution est la guerre de la liberté contre ses ennemis. La Constitution est le régime de la liberté victorieuse et paisible. Le gouvernement révolutionnaire a besoin d'une activité extraordinaire, précisément parce qu'il est en guerre. Il est soumis à des règles moins uniformes et moins rigoureuses, parce que les circonstances où il se trouve sont orageuses et mobiles, et surtout parce qu'il est forcé de déployer sans cesse des ressources nouvelles et rapides pour des dangers nouveaux et pressants. Le gouvernement constitutionnel s'occupe principalement de la liberté civile et le gouvernement révolutionnaire de la liberté publique. Sous le régime constitutionnel, il suffit presque de protéger les individus contre l'abus de la puissance publique. Sous le régime révolutionnaire, la puissance publique elle-même est obligée de se défendre contre toutes les factions qui l'attaquent. Le gouvernement révolutionnaire doit aux bons citoyens toute la protection nationale. Il ne doit aux ennemis du peuple que la mort. En effet, ce qui autorise la suspension provisoire du droit, au-delà même du salut public, tient dans cette exigence supérieure de fonder la société sur la vertu des citoyens. La Révolution a hérité des hommes corrompus, formés par l'Ancien Régime. Avant de pouvoir régner par la loi, elle doit régénérer les acteurs du contrat social, et la terreur est l'instrument de cette régénération. L'autre justification, plus prosaïque, plus courante, de la dictature du gouvernement révolutionnaire est celle de la patrie menacée et du salut public. Elle fait du système politique de l'an 2 une simple réponse à un péril national extrême.
Ces notions suffisent pour expliquer l'origine et la nature des lois que nous appelons révolutionnaires. Ceux qui les nomment arbitraires ou tyranniques sont des sophistes stupides et pervers qui cherchent à confondre les contraires. Ils veulent soumettre au même régime la paix et la guerre, la santé et la maladie. Plutôt, ils ne veulent que la résurrection de la tyrannie et la mort de la patrie. Ce système se met en place entre le début du printemps et la fin de l'été 93, dans les mois de l'extrême détresse, et à la fin de l'année, il est victorieux un peu partout. Lyon, Toulon sont reprises à l'automne. L'armée vendéenne battue en décembre et les armées étrangères repoussées un peu partout aux frontières à la même date. Si bien qu'on peut effectivement faire crédit aux hommes du gouvernement révolutionnaire d'avoir sauvé la France de l'invasion et d'une guerre civile prolongée. Mais ce constat ne vaut pas démonstration que l'ensemble des institutions et des mesures qui ont constitué l'ensemble de la dictature révolutionnaire étaient indispensables au salut du pays. C'est en particulier le cas de la terreur qui, en frappant très largement à l'aveugle, à partir de dénonciations locales et de jugements sommaires, a contribué davantage à discréditer la République naissante qu'à la sauver. Car en provoquant une peur universelle, la terreur n'a pas décuplé le dévouement des républicains, qui existaient sans elle, elle a enfermé la Révolution dans le cercle vicieux de la répression et de la révolte. Un jeune intellectuel thermidorien, fils d'un député à l'Assemblée constituante et favorable aux principes et aux résultats de la Révolution, Adrien Lezay-Marnésia, a peint de façon inoubliable la France de l'an 2 sous l'empire de la terreur. Alors, il n'y eut plus qu'une règle pour tous, obéir ou mourir. 21 membres du corps législatif voulurent s'élever contre la tyrannie naissante, ils moururent. Quelques départements s'armèrent en leur faveur, ils furent saccagés. Lyon et Toulon bombardés, une partie de leurs maisons rasées, de leurs habitants fusillés, le reste se contint. Les partisans de la Révolution n'étaient pas plus épargnés que les autres, car ceux qu'on ne craignait pas comme ennemis, on les craignait comme rivaux. La municipalité de Paris, puissance plus considérable alors que ne l'était l'Assemblée nationale, ayant eu l'air de se savoir puissante, elle fut envoyée à l'échafaud. Lorsque les factions virent que c'était là que menait la puissance, elles s'humilièrent, et toutes les ambitions cédèrent à l'ambition de vivre. Chacun trembla pour lui, en voyant que la mort ne choisissait pas. Et lorsqu'on vit la promptitude avec laquelle elle frappait, la terreur redoubla. Si la forme des procédures eût été lente, la terreur eût été tempérée par l'espérance. Et si la mort n'eût menacé que ceux qu'elle devait atteindre, elle n'eût contenu qu'eux. Tous étant menacés, tous fléchirent. La distance ne préservait pas. La terreur eut ses préposés. Je ne dis pas dans chaque ville, mais dans chaque hameau. Chaque citoyen fut surveillé par tous les autres, et il était aussi responsable de ce qu'il taisait que de ce qu'il faisait. Au-dessus de ces préposés sédentaires, on en avait établi d'ambulants qui tenaient la terreur sous eux, pendant que d'autres la tenaient sur leur tête. Dans cette hiérarchie terrible,
chacun faisait trembler, en tremblant. Jusqu'au crime était crime alors. De vrais coupables furent immolés. On ne savait plus où trouver son salut. Car si pour se sauver on embrassait le crime, on était puni comme criminel, sinon comme innocent. Pendant que la terreur était ainsi répandue sur la France, elle l'était également sur l'armée. Et elle y rétablit la discipline comme elle avait en dedans rétabli l'obéissance. Quand les soldats désobéissaient, ils étaient mis à mort. Quand ils désertaient, leurs familles répondaient pour eux. Quand ils fuyaient, ils étaient fusillés sur la place. Et sûrs de trouver la mort derrière eux, ils volaient à l'ennemi, comme au moindre danger. Lorsque les généraux ne remportaient pas la victoire, on les faisait mourir. Lorsqu'ils étaient vainqueurs, on leur laissait la vie pour récompense. Et pour que l'affection de leurs soldats ne les rendît pas trop puissants, on les changeait sans cesse d'une armée à une autre. C'est de cette manière que la terreur passa des armées de la République dans les armées ennemies. Elles ne résistèrent plus à des hommes qui croyaient fuir la mort en allant au-devant d'elle. Alors, elle gagna jusqu'au souverain. La Toscane demanda la paix. L'Espagne, Naples, Parme, la Prusse, la Hesse, la Saxe, la Sardaigne, la Hollande suivirent son exemple. Les uns après avoir été conquis, les autres après avoir été à moitié envahis. Et quelques-unes de ces puissances se mirent au service de la République. Si l'historien veut traduire en données précises ce gouvernement de la peur, il peut aussi raconter l'histoire de la terreur en chiffres. À Paris, le tribunal révolutionnaire, réorganisé en septembre 1793, multiplie les condamnations à mort à partir de l'automne. Près de 200 guillotinés dans les 2 derniers mois de l'année. On trouve dans ces contre-révolutionnaires non seulement Marie-Antoinette, Madame Élisabeth, ou le ci-devant duc d'Orléans devenu en vain Philippe Égalité, mais les hommes et les partis battus de la Révolution, les Girondins arrêtés ou suspects depuis le printemps, Brissot et Vergniaud en tête, plus les débris de ce qui avait été le groupe Feuillant en 1791, Bailly, Barnave. La guillotine exorcise en même temps que l'Ancien Régime les premières années de la Révolution. À la même époque, au tournant des années 1793 et 1794, la terreur bat son plein en province, animée par les clubs locaux, les représentants en mission, et cette armée révolutionnaire de l'intérieur qui promène ses cohortes de militants parisiens dans le pays, guillotine en tête du cortège. On arrête à tour de bras des suspects, à peu près 1 demi-million de personnes, sur des accusations où l'accaparement, le stockage des denrées, a une aussi large part que l'hostilité ouverte ou soupçonnée à la Révolution. Les zones les plus frappées par la terreur sont celles où a fait rage la guerre civile. Mais la terreur y intervient après coup comme une punition de la révolte plus que comme un instrument de la victoire. On peut le comprendre sur 2 exemples, Lyon et la Vendée. Car sur l'ensemble des exécutions capitales, une vingtaine de mille, liées à la terreur, plus de la moitié ont lieu dans l'Ouest et 20% dans la vallée du Rhône. À Lyon, la guerre des classes a superposé ses effets à ceux des luttes politiques.
Le conflit entre la Gironde et la montagne s'inscrit là dans l'antagonisme social entre le petit peuple et les nantis. Les pauvres, notamment le peuple des Canuts, ces ouvriers à domicile qui travaillent la soie, ont trouvé leur Savonarole en la personne du négociant piémontais Chalier. Celui-ci a été battu à la mairie par un Girondin en novembre 1792, mais les Jacobins sont majoritaires à la municipalité et ils imposent finalement en mars 1793 un homme de Chalier. Le 29 mai, revanche des Girondins, au moment même où ils vont être éliminés à Paris, grâce à une insurrection provoquée par la levée d'une taxe exceptionnelle. Des Girondins, la ville passe aux mains des royalistes, qui y sont maîtres tout l'été 1793. Elle est reprise par les troupes de la Convention le 9 octobre. Elle est débaptisée, désormais nommée Ville affranchie, nom symbolique qui l'arrache à son passé maudit. La Convention a voté qu'on y détruirait les maisons des riches, mais à peine commencée, la tâche apparaît interminable. Pourtant, les grandes maisons de notables qui entourent la place Bellecour sont détruites. Couthon, le vainqueur de la ville, se montre d'une relative modération. Mais en novembre, il est relayé par Collot d'Herbois et Fouché, qui multiplient les jugements expéditifs et les exécutions sommaires. Plusieurs milliers de suspects sont guillotinés, fusillés ou collectivement mitraillés, place des Brotteaux. La terreur dure jusqu'en mars 1794. L'histoire de la répression en Vendée obéit, on l'a vu, à la même logique et à la même chronologie. Il s'agit aussi de la répression d'une insurrection, la plus grave qu'ait eu à affronter la Révolution. Et, comme à Lyon, d'une répression non seulement postérieure à la victoire, mais battant son plein plusieurs mois après la victoire. En effet, la terreur révolutionnaire, qu'il faut distinguer des cruautés et des massacres commis dans le feu des batailles, fait rage en Vendée entre février et avril 1794. Mais les colonnes infernales de Turreau sont organisées comme des expéditions punitives, destinées à châtier plus qu'à combattre. À partir du printemps 1794, la terreur est centralisée à Paris, dans les seules mains du tribunal révolutionnaire. Alors se gonfle dans la capitale le nombre des suspects et des guillotinés, d'autant plus qu'est voté le 22 prairial 10 juin 1794, une loi terrible qui emballe le mécanisme de la terreur judiciaire. La mort est désormais l'issue presque fatale de la comparution des suspects devant le tribunal. Près de 700 jugements en prairial, entre le 21 mai et le 21 juin, près de 1000 en Messidor, entre le 21 juin et le 21 juillet, suivis au 4/5e par des exécutions. C'est ce que les historiens ont appelé la période de la Grande Terreur, dans les 2 mois qui précèdent la chute de Robespierre, pour dire que c'est l'époque où le nombre des condamnés à mort par les tribunaux improvisés de la Révolution est le plus élevé. Un historien américain, qui a fait patiemment cette lugubre addition, a abouti au chiffre de 16 600 victimes, exécutées à la suite d'une condamnation à mort prononcée par une cour de justice révolutionnaire à Paris ou en province. Il faut ajouter à ce chiffre les victimes massacrées sans jugement, notamment à Lyon et en Vendée, ce qui alourdit beaucoup le bilan global de la terreur révolutionnaire. La guillotine n'a pas fait de tri entre les classes. Elle a pris ses victimes un peu partout, à partir d'un soupçon unique, celui de ne pas entretenir un enthousiasme suffisant pour la Révolution, soupçon qui s'est nourri
à des chefs d'inculpation tantôt économiques, comme le stockage des denrées, tantôt directement politiques, comme l'accusation de tiédeur ou de nostalgie. Mais l'échafaud a arbitré aussi les querelles politiques entre les leaders de la Révolution eux-mêmes. Les chefs girondins, exclus de la Convention le 2 juin 1793 sous la menace des sections de Paris, ont été guillotinés en décembre. Dans l'hiver qui suit, c'est la dictature montagnarde qui se divise à l'intérieur d'elle-même. En septembre 1793, les comités et la Convention ont cédé aux sans-culottes en mettant la terreur à l'ordre du jour. Mais ils ne se sont pas pour autant émancipés de la surenchère des activistes, qui ont leur place forte dans l'administration du gouvernement révolutionnaire, notamment dans les bureaux du ministère de la Guerre. Billaud-Varenne et Collot d'Herbois en sont les représentants au sein du comité de salut public, et Hébert, qui écrit le fameux Père Duchesne, en est le porte-voix à Paris. La prédication du Père Duchesne a pris le relais de celle de Marat, appelant à l'extension indéfinie de la terreur. Millions de foutres, mon sang bouillonne de voir ainsi le peuple ballotté par les fripons et les traîtres. Ça finira à foutre. Nous avons des lois, elles seront exécutées ou j'y perdrai mes moustaches, tonnerre de Dieu. Quoi donc? Nous avons foutu la chasse aux nobles. Nous avons fait mettre des pouces aux calotins. Nous avons raccourci le dernier de nos tyrans. Quoi? Le sans-culottisme a ébranlé tous les trônes des despotes et les marchands nous feraient la loi? Eh bien, foutre que tous les républicains mettent donc leur tête dans un bonnet. Qu'ils s'entendent aussi bien que les capons qui cabalent pour les affamer. Que l'avare fermier qui refuse de vendre ses denrées au maximum soit dénoncé. Que le manufacturier qui fabrique de mauvaises étoffes, que le marchand qui vend à faux poids et qui altère la qualité de ses marchandises soit puni comme la loi le veut. Surtout que les riches qui mettent le feu à toutes les denrées soient pourchassés et daubés comme ils le méritent. À la fin de l'automne 1793, l'activisme révolutionnaire a trouvé un nouveau thème, la déchristianisation. Le mouvement a des racines anciennes dans la Révolution, puisqu'il est nourri de la résistance des prêtres réfractaires depuis 1791. La substitution d'un calendrier républicain au calendrier chrétien a manifesté après 1792 l'inclination de la Révolution à se penser elle-même comme le début d'une autre ère de l'histoire humaine. Mais en octobre-novembre 1793 commencent ici et là les pillages et les destructions dans les églises, les violences contre les desservants du culte, même constitutionnels. Dans la Nièvre, par exemple, l'ancien oratorien Fouché se distingue en incitant les prêtres au mariage, en ordonnant de détruire tous les signes extérieurs de la religion catholique. Le mouvement gagne Paris en novembre, encouragé par les milieux hébertistes et la Commune. Or, commence à la même époque, dans le camp montagnard, un mouvement en sens inverse, en faveur de la fin de la terreur. Camille Desmoulins, un des premiers agitateurs de la Révolution à Paris, devenu un des proches de Danton après l'avoir été de Robespierre, lance le 15 Frimaire, 5 décembre 1793, un nouveau journal, Le Vieux Cordelier. Il y attaque les exagérés de la Révolution, le courant déchristianisateur et bientôt la terreur elle-même. Le vaisseau de la République vogue, comme j'ai dit, entre deux écueils, le modérantisme et l'exagération. J'ai commencé mon journal par une profession de foi politique qui aurait dû désarmer la calomnie. J'ai dit avec Danton
qu'outrer la Révolution avait moins de péril et valait mieux encore que de rester en deçà. Que, dans la route que tenait le vaisseau, il fallait encore plutôt s'approcher du rocher de l'exagération que du banc de sable du modérantisme. Mais voyant que le père Duchesne et presque toutes les sentinelles patriotes se tenaient sur le tillac avec leurs lunettes, occupés uniquement à crier « Gare, vous touchez au modérantisme », il a bien fallu que moi, vieux cordelier et doyen des Jacobins, je me chargeasse de la faction difficile et dont aucun des jeunes gens ne voulait, crainte de se dépopulariser, celle de crier « Gare, vous allez toucher à l'exagération ». Robespierre, dont l'autorité grandit sans cesse au comité de salut public, penche du côté de Danton et de Desmoulins sur la déchristianisation. Il n'aime pas l'idée d'un peuple sans religion et juge en plus dangereuses les provocations contre les croyances traditionnelles des Français. Il souhaite, après s'en être beaucoup servi, délivrer la Convention des menaces et des pressions des sans-culottes. Pourtant, il juge bientôt excessifs les appels à la clémence de son ami Desmoulins et il se méfie des proches de Danton, dont un certain nombre ont été mis sous les verrous pour indélicatesse dans la liquidation d'une société financière, la Compagnie des Indes. Il choisit donc en 1794 la lutte sur deux fronts, à la fois contre les exagérés et contre les modérantistes, dont il obtient successivement de la Convention, dans la deuxième quinzaine de mars, le transfert devant le tribunal révolutionnaire. Les hébertistes passent les premiers à l'échafaud, suivis par les dantonistes, qu'il a fallu mettre hors des débats pour que le tribunal révolutionnaire puisse faire taire la grande voix accusatrice de Danton. Danton parut le dernier sur ce théâtre, inondé du sang de tous ses amis. Le jour tombait. Au pied de l'horrible statue dont la masse se détachait en silhouette colossale sur le ciel, je vis se dresser comme une ombre de Dante ce tribun qui, à demi éclairé par le soleil mourant, semblait autant sortir du tombeau que prêt à y entrer. Rien de plus audacieux comme la contenance de l'athlète de la Révolution. Rien de plus formidable comme l'attitude de ce profil qui défiait la hache, comme l'expression de cette tête qui, prête à tomber, paraissait encore dicter des lois. Effroyable pantomime. J'y trouve toute l'expression du sentiment qui inspirait à Danton ces dernières paroles. N'oublie pas surtout. N'oublie pas de montrer ma tête au peuple. Elle est bonne à voir. Alors s'ouvrent les derniers mois de la dictature révolutionnaire, entre le début d'avril et la fin juillet 1794. Le 9 Thermidor est un 27 juillet. Ces mois où Robespierre règne enfin, entouré du petit cercle de ses partisans, Couthon, Saint-Just, sur une révolution dont il a brisé le ressort en liquidant les hommes des sections parisiennes. Pourtant, la terreur continue de plus belle, renforcée par la loi des suspects qui enlève aux accusés les secours de la défense et permet de les condamner sans les entendre. Le gouvernement révolutionnaire ne règne plus que par la peur. Est-ce parce qu'il le sent que Robespierre fait organiser le 8 juin la fête de l'être suprême? Il y a toujours eu chez lui cet extraordinaire mélange de philosophisme doctrinaire et de talent manœuvrier. C'est le fond de sa personnalité qui explique qu'on puisse tenir la cérémonie du 8 juin ou bien pour la mise en scène d'une conviction, ou bien pour une tentative de consolider son pouvoir. Les deux interprétations ne sont d'ailleurs pas incompatibles. Il n'y a pas de raison de douter de la sincérité de Robespierre, qui a toujours détesté l'athéisme, haï les encyclopédistes et célébré le vicaire savoyard. Mais ce sentiment fondamental n'est pas plus que le reste séparable chez lui de la manœuvre politique.
par cette fête joliment organisée par David, longue procession qui s'en va de la Convention au Champ de Mars chanter la gloire de l'être suprême, Robespierre cherche aussi à terminer la Révolution à son profit et à sa manière, dans l'utopie d'une harmonie sociale accordée à la nature. Mais en vain, l'être suprême ne possède pas sur les esprits des conventionnels la puissance du salut public. Au contraire, les députés n'y ont vu que la manifestation d'un pouvoir personnel, une réapparition du droit divin. Et l'armée française, à l'offensive depuis le printemps, est victorieuse des Autrichiens à Fleurus le 26 juin. Après le salut public, c'est l'expansion révolutionnaire qui commence. À quoi bon dès lors cette peur universelle, cette menace de l'échafaud suspendue sur toutes les têtes, et cette dictature devenue le pouvoir d'un seul homme? La Plaine, cette majorité de la Convention, à laquelle se joignent d'anciens terroristes qui craignent pour eux-mêmes, passe à l'offensive contre Robespierre et son groupe à la fin juillet 1794. Le 9 Thermidor, la Convention prend sa revanche d'avoir eu tant de fois la main forcée par la rue. Elle décrète l'arrestation des robespierristes et reste maîtresse de la rue. Robespierre est guillotiné avec ses partisans le lendemain. Sa mort ouvre une nouvelle époque de la Révolution. Voici le récit qu'en fait Michelet. Robespierre, la tête enveloppée d'un linge sale taché d'un sang noir qui soutenait sa mâchoire détachée. Dans cette horrible situation que nul vaincu n'eut jamais, portant l'effroyable poids de la malédiction d'un peuple, gardait sa roide attitude, son ferme maintien, son œil sec et fixe. Son intelligence était tout entière planant sur sa situation et démêlant sans nul doute ce qu'il y avait de vrai et de faux dans les fureurs qui le poursuivaient. Le flot de la réaction montait si vite et si fort que les comités crurent devoir tripler les postes des prisons. Surtout le passage des condamnés se précipitait de prétendus parents des victimes de la terreur pour aboyer à Robespierre, jouer dans cette triste pompe le cœur de la vengeance antique. Cette fausse tragédie autour de la vraie, ce concert de cris calculés, de fureurs préméditées, fut la première scène de la terreur blanche. Robespierre avait bu du fiel tout ce que contient le monde. Il toucha enfin le port, la place de la Révolution. Il monta d'un pas ferme les degrés de l'échafaud. Faut-il dire une chose infâme? Un valet de la guillotine, voyant dans la place cette fureur, cet emportement de vengeance contre Robespierre, lâche et misérable flatteur de la foule, arracha brutalement le bandeau qui soutenait sa pauvre mâchoire brisée. Il poussa un rugissement. On le vit un moment pâle, hideux, la bouche ouverte toute grande et ses dents brisées qui tombaient. Puis, il y eut un coup sourd. Ce grand homme n'était plus.